D'abord, je voulais vous remercier tous, parce que finalement, on s'était dit on sera une trentaine, on est un peu plus que ça, et un 14 juillet, c'est pas si mal. Je veux préciser aussi une chose, puisqu'on m'a posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura d'autres organisations syndicales aujourd'hui? La réponse est non. On a proposé, à l'issue de la dernière mobilisation, c'est-à-dire le 6 juin, à l'intersyndicale, une initiative en disant on ne peut pas attendre la mi-septembre que l'intersyndicale nationale se retrouve. Si donc quelque chose, nous on propose de faire quelque chose du 14 juillet, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, Macron avait dit qu'il ferait une allocution pour montrer comment en 100 jours il avait réussi à apaiser la France. On en parlera tout à l'heure. Je crois que c'est un humoriste qui disait à chaque fois qu'il prédit quelque chose, c'est le contraire qui se passe. C'est pas Nostradamus, c'est Nostradamus. Voilà, c'est pas de moi, je le dis tout de suite. Donc on a proposé ça à l'intersyndicale, et l'intersyndicale a dit non, c'est pas possible, 14 juillet, il n'y a personne, on est en congé. Et bien sûr, évidemment, il y a bien des camarades qui sont en congé payé, je dirai un mot là-dessus. Alors d'abord, quelques mots, c'est pas si souvent que ça, d'histoire. D'histoire. Parce que l'histoire ne se répète pas, certes, mais elle éclaire l'avenir, elle éclaire le présent. Elle nous instruit. Ça, c'est extrêmement important. Alors d'abord, et je le dis avec une historienne qui vient de commettre, comme on dit, 2 livres sur la révolution de 1789 en Bretagne. La révolution de 1789, d'une certaine manière, elle a commencé à Rennes. Dès 1788, et je crois que Monique ne me dira pas l'inverse, ne me démentira pas avec la journée des bricoles. C'est le peuple, effectivement, qui n'en peut plus des privilèges, qui n'en peut plus d'être accablé par les privilégiés, par le roi et tous ceux qui l'entouraient, et qui décide de se battre. Pas seulement d'être en colère, mais de se battre pour une autre société. Ça a été la journée des bricoles, ça a donné 1789, ça a donné la déclaration des droits de l'homme. On pourrait deviser longtemps sur ce qui s'est passé précisément pendant cette révolution française, mais c'est un moment important. Ça veut dire qu'à tout moment de notre histoire, il a d'abord fallu que le peuple prenne son destin en main, directement. Et c'est d'ailleurs ça souvent qui fait peur au pouvoir. La deuxième fait historique dont je voulais vous parler, c'est des communards. De la commune de Paris, 1871. Vous ne faites pas l'anniversaire, c'est pas le 14 juillet, d'accord? L'anniversaire, c'est mars 71, 1871. Mais ça m'a rappelé quand même, quand on regarde les journaux de l'époque, les mêmes commentaires par rapport aux gueux qui osent, à Paris ou dans les faubourgs de Paris, se révolter et réclamer la justice sociale. Ils se sont pris en main, ils n'ont rien entendu. Ils ont organisé des comités de quartier, ils ont organisé la bagarre contre ceux qui voulaient les faire taire, c'est-à-dire les Versaillais. Mes camarades, j'ose le dire aujourd'hui, nous serons toujours du côté des communards, jamais du côté des Versaillais. Ouais, bravo, bravo, bravo. Ça, c'est important. Et ils ont gagné des choses, d'ailleurs. La commune de Paris, certes, a été réprimée dans le sang. On le sait, les exécutions massives, les meurtres, la répression terrible, le bagne pour toute une série de militants, et surtout des militantes comme Louise Michel, mais bien d'autres aussi. Des femmes et des hommes formidables, qui ont incarné l'espoir et qui ont mis en place des choses. Vous savez, on parlait, il y avait des camarades il y a 2-3 jours qui disaient on ne peut plus payer les loyers, on ne peut plus payer tout ça. Vous avez vu le prix des toits, ainsi de suite. La commune de Paris, elle décide de la réquisition des logements vides. Elle décide effectivement de remettre les pendules à l'heure du point de vue social. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on l'a écrasé. Ces Versaillais l'ont écrasé. Ils se disaient républicains. D'une certaine manière, c'était surtout des assassins d'espoir. Nous sommes du côté des communards, mes camarades. Et je le redis. Dernier élément historique, avant de venir au propos sur Macron, les congés payés. 1936, plutôt 1936. On est dans un climat, toute ressemblance, pourrait sembler étrange, un climat où la guerre est aux portes de l'Europe dans les années 30, où les fascismes et les fascismes prospèrent partout, en Allemagne, en Italie, et malheureusement bientôt en Espagne, à cette époque-là. Les provocations de l'extrême droite, des fachos partout, se multiplient.
et le Front Populaire est élu. Ok. Pour autant, les travailleurs et travailleuses, dès le 11 mai, il est élu début mai, le Front Populaire, se mettent en grève. Ils ne remettent pas leur sort aux politiques, aux politiciens. Oh ouais, ok, vous avez promis ça, vous promis ça, mais nous, on veut ça. La grève part du Nord, notamment la métallurgie, dans l'industrie et dans le commerce, avec ces centaines, ces milliers, ces dizaines de milliers de femmes qu'on ne voyait jamais, les invisibles, et qui se mettent en grève dans le commerce, aux Galeries Lafayette notamment. Et on se souvient, pour ceux qui ont un peu regardé l'affaire, de ces assemblées générales massives, de ces militantes, de ces femmes, de ces syndiqués de l'époque. Ils obtiennent, au bout de 3 semaines de grève, mais pas 3 semaines avec des journées saute-mouton, sinon on y sera encore. Ils n'ont pas décidé de faire 14 journées de mobilisation. Là encore, vous verrez à peu près à quoi je fais allusion. La grève, la vraie grève. Il n'y a même pas trop de manifs d'ailleurs, parce qu'on occupe les usines, on occupe les services. Tout ça, calmement, sereinement. On se souvient encore de ces images où on joue l'accordéon, on joue aux cartes et ainsi de suite. C'est ça la réalité 1936. Une force, la force du nombre, la force de la conviction. Et signé avec le gouvernement et le patronat, les accords dits de Matignon. Ça donne les délégués du personnel, ça raffirme le droit syndical, ça généralise les conventions collectives, et ils obtiennent des augmentations de salaire, c'est bien utile aujourd'hui, significatives, entre 7 et 15% selon les secteurs. Ça, c'est 1936. Appel de l'appareil national, CGT à l'époque, c'était la CGT, il n'existait pas, c'était 48, je vous rappelle, là on parle de 36, à la reprise du travail. Les travailleurs en assemblée générale décident de continuer, les camarades. Ils prennent leur destin en main, ils continuent la bagarre. Et quelques jours après, parce qu'on voit que leur mobilisation est intacte, leur volonté est intacte, ils obtiennent les 40 heures. Dans certains secteurs, on travaillait 60 heures. Vous allez me dire, je fais une petite parenthèse, mais on nous a demandé de signer, il y a quoi, 3 semaines, dans un secteur agricole, ainsi de suite, un accord qui visait à ce que les travailleurs agricoles, pendant 6 semaines, à la volonté des employeurs, puissent travailler jusqu'à 66 heures par semaine. 66 heures. À l'époque, c'était 60 heures, ils obtiennent les 40 heures. Et ils obtiennent quelque chose qui était inconcevable. Aujourd'hui, ça paraît évident. Bien sûr, les congés payés, ça va de soi. Donnés par le Front Populaire. Non, non, pas donnés par le Front Populaire. Arrachés par les travailleurs, mes camarades. On ne s'y trompe pas. 15 jours de congés payés. 15 jours de congés payés. Les patrons s'arrachaient les cheveux, disent, on n'a jamais vu ça. Payer des gens à ne rien faire. C'est pas possible. C'est l'utopie la plus grande. Écoutez, cette utopie-là, elle existe encore aujourd'hui. Les 5 semaines aujourd'hui. On a gagné du temps de vie. Parce qu'effectivement, dès l'été 36, c'est 600 000 vacanciers. Oh, pas tout le monde. 600 000 vacanciers qui prennent un billet de train, des billets bonifiés. On pouvait partir à l'autre bout de la France pour certains. Ils découvrent la possibilité de vivre pour eux 15 jours sans avoir le patron sur le dos. Et ça, c'était extraordinaire. Et puis les auberges de jeunesse, et puis le camping, et puis tout ça. La vie, quoi. La vie, mes camarades. Quelles leçons peut-on tirer de tout ça? Premièrement, c'était la grève, la vraie grève. Pas la grève saute-mouton. Deuxièmement, ils ont pris leur destin en main. Ils l'ont pas confié aux politiques. Troisièmement, les politiques, ils font leur boulot par ailleurs, c'est pas la question. Mais les travailleurs ont pris en main leur destin. Troisièmement, ils n'ont pas forcément écouté les consignes de leur appareil national, qui était pourtant beaucoup plus virulent qu'aujourd'hui. Ils ont décidé eux-mêmes dans les assemblées générales. Mais écoutez, mes camarades, je pense que c'est une leçon encore aujourd'hui. Alors, il me revient maintenant de dire quelques mots sur les 100 jours de Macron. On sort d'un épisode donc, sur la question des retraites, où sa clique, lui et les autres, nous ont imposé cette réforme mortifère. On s'entend bien, mes camarades, on ne tourne pas la page. Une loi votée, c'est une loi qui peut être abrogée. Est-ce que ça existait? Bah oui. Pas souvent. Il faut pousser très fort. 2006, c'est le contrat première embauche. Et on arrive à la faire abroger quelques semaines après par la mobilisation. Le contrat première embauche 2006, mid-jeune. Vous allez me dire, ça fait déjà 17 ans. C'est vrai. Mais on continuera sur cette question-là. La retraite des morts, parce que c'est bien de ça dont il s'agit.
est une infamie, mes camarades. On nous explique, et je veux le redire encore aujourd'hui, qu'il manquerait, selon les pires scénarios, 17 milliards à l'horizon 2030 pour équilibrer les comptes. On vient de constater, la Cour des comptes, hein, c'est pas des gauchistes, qu'il avait été donné, puisqu'ils ont fait le détail, ils ont terminé et clôturé les comptes, qu'on avait donné, pendant la période Covid, 144 milliards aux entreprises et notamment les plus grosses. 17, 144. On a été capable en 15 jours, enfin le gouvernement, pour les patrons de sortir 144 milliards, et 17 milliards, c'est juste pas possible, dans le pire des scénarios. Je rappelle aussi qu'il n'y aurait même pas besoin de chercher les 17 milliards si l'ensemble de nos salaires différés. Je vous rappelle que les retraites sont basées sur le salaire différé. C'est-à-dire notre argent, au lieu d'avoir dans la poche et de se payer notre propre retraite dans une visée individualiste depuis 1945, et la Sécu, ce à quoi on a contribué, c'est notre argent qui est différé au moment où on en a besoin dans le cas de la Sécu. La maladie, la vieillesse inexorable, du moins on le souhaite, et tous les accidents plus heureux de la vie, pas les accidents, mais les bienfaits de la vie, notamment les naissances. C'est le salaire différé. Mais il y a toute une série de dispositifs qui visent à exonérer les patrons de cet argent qu'ils nous doivent, qui est notre argent, le salaire différé. Et d'ailleurs, le dernier accord, malheureusement, qui a été signé sur le partage de la valeur, qui vise à faire de chaque ouvrier, à partir de 2025, dans les entreprises de moins de 50, pouvoir bénéficier, soi-disant, des profits, est totalement à l'inverse de ça, puisqu'il exonère les patrons, justement, de ce qu'ils doivent sur la partie cotisation sociale. C'est une aberration de l'avoir signé. Nous demandons à notre propre organisation, qui l'a signé avec la CGT et la CTC, de retirer sa signature. Ah, bravo. Ça, c'est important, mes camarades. Donc, la retraite, c'est quelque chose, cette retraite 64 ans de mortifère. C'est un scandale de nous expliquer qu'il n'y a pas de pognon. Ce pognon-là, il existe. Il existe aussi pour trouver du pognon, pour faire la guerre, en tout cas, pour produire de plus en plus d'armes. 471 milliards de budget militaire, on produit des bombes, on produit des avions, on produit des avions de guerre, on produit des armes de toute nature, mais à mon avis, les camarades, on peut se le dire, tout ça peut nous péter à la gueule à tout moment. Alors cet argent-là serait mieux pour les services publics, pour l'école, pour les hôpitaux, pour tous les services publics et pour les retraites. Alors effectivement, c'est un scandale. Un scandale et on ne supporte pas l'insupportable. Il va falloir continuer, exiger l'abrogation de cette loi. On ne va pas dire le retrait maintenant, c'est l'abrogation. Une loi adoptée, peut-être retirée, peut-être abrogée. Ça va être notre bagarre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important. On passe pas à autre chose. La ministre a encore réinvité les organisations syndicales, ils ont discuté de plein de choses. Juste, par ailleurs, les salaires, l'égalité hommes-femmes, ainsi de suite. Pas de souci. Mais ça donne quand même l'impression qu'on passe à autre chose. En tout cas, nous, on ne passe pas à autre chose, on va continuer inlassablement la bagarre sur cette affaire-là, mes camarades. Il y a aussi, je crois, il faut le dire, l'aspect régressif au plan des libertés. Il y avait eu les attaques de Darmanin contre la Ligue des droits de l'homme. Il y a eu, y compris les syndicats des avocats de France, ou la bâtonnière des avocats. Je vous assure que la bâtonnière des avocats sur le département, c'est pas une gauchiste non plus, elle m'appelle pas tous les 4 matins pour me dire, dans les manifestations, les 14, même il y en a eu un peu plus que ça à Rennes, on assiste à des choses invraisemblables du point de vue des restrictions des libertés. Invraisemblables. C'est la bâtonnière. C'est pas des black blocs qui disent ça. C'est la bâtonnière. Je peux vous assurer qu'il s'est passé des choses pendant ces manifestations tout à fait scandaleuses. À commencer, mais pas seulement bien évidemment, par les arrestations, par la répression, par les drones. On a voulu banaliser ça. Non, mes camarades, il ne faut pas banaliser ça. Un lundi, le préfet expliquait que les drones c'était formidable contre les délinquants, les dealers et tout ça, et dans les cités, oh là, les cités. Ça c'était le lundi. Le mardi, il signe un arrêté pour surveiller la manifestation intersyndicale. Le message est clair. Syndicalistes, délinquants. Surtout ceux qui sont plus impliqués. Et il y en a eu des camarades impliqués. Et ils sont autour, ici, ils sont là. Ils ont fait la grève avec les éboueurs, les rippers dont on ne parlait jamais. Ils ont bloqué le dépôt pétrolier. Ils étaient en grève, ils étaient de toutes les manifestations. Et je leur rends hommage aujourd'hui, à ces militantes et à ces militants.
Atteinte liberticide. On dissout des mouvements. Il ne s'agit pas ici, entre guillemets, d'être sur un autre terrain. Mais on ne dissout pas les mouvements sociaux, mes camarades. On ne les dissout pas. C'est normal qu'on s'inquiète de l'avenir de la planète. C'est normal qu'on s'inquiète de l'avenir social et démocratique. Toutes ces agressions liberticides sont d'une gravité extrême. Il y a des menaces aussi, du point de vue patronal, contre les délégués syndicaux. Immédiatement après, on peut dire le 6 juin, après la fin de la mobilisation, où ils ont senti qu'ils pouvaient repartir, ça a été des menaces, des pressions sur les délégués syndicaux, à Ifo comme ailleurs. Et nous, on l'a dit. On a fait un rassemblement avec la CGT sur des délégués syndicaux, CGT, Verbaudet en l'occurrence. Les coups portés aux uns sur les coups portés aux autres. Nous, on défend tous les militants syndicalistes. CGT, FSU, Solidaire, parfois CFDT, CFTC. Nous ne sommes pas dogmatiques. On fait ce boulot-là, les camarades. Alors, dans ce cadre-là, je le dis, il y a une responsabilité énorme de ce gouvernement. Régression sociale sur les traites, sur les services publics, sur tout ça. Régression démocratique. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, comme dans les années 30, pour les mêmes raisons, paupérisation, misère, on ferme les portes, on ferme l'espoir, évidemment, les idées de rejet de l'autre. Si on ne peut pas foutre en l'air le gouvernement, c'est plus pratique d'aller taper sur son voisin, qui n'est pas de même couleur, qui n'est pas de même origine. Voilà, on va se taper les uns sur les autres. Formidable pour le gouvernement, formidable pour les patrons. Ça serait la faute des immigrés. Nous on le dit et on le redit. Français immigrés, même patron, même combat. Et ça restera la ligne de conduite de Force ouvrière, parce que c'est le fondement même du syndicalisme. Pain, paix, liberté. Tout ce qui divise les travailleurs nous trouvera en face. Tous ceux qui veulent diviser les travailleurs. Alors évidemment, ces idées-là prospèrent. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ces gens-là, comme dans les années 30, il y avait eu des manifestations et de l'Action française, les Camelots du Roi, ces ordures, et ainsi de suite. Et on revoit les mêmes. Action française ou Oriflamme, qui ont des l'émanation, qui se pavanent à droite à gauche. On a même vu dans une commune où ils demandaient à parader des néo-nazis. Mais ça, c'était impensable avant. Il y a tout ce terreau, ce fumier mis en place par le gouvernement qui permet à ces idées-là de prospérer. Ben, mes camarades, nous on le dit, nous formons l'international des travailleurs. Nous n'avons pas de patrie. Notre seule patrie, c'est la classe ouvrière. Nous le disons et le redisons. Et plus que jamais, il va falloir se battre sur ce terrain-là aussi. Voilà, mes camarades, l'essentiel de ce que je voulais vous dire, mais pas seulement. 2-3 mots. Et là, je vais reprendre un tract qui me semble très bien fait. Si je le retrouve, évidemment. Voilà. Un communiqué du camarade de la Fédération des employés cadres de Paris, des ouvriers, des employés. Il dit ceci: depuis quelques jours, la jeunesse et leurs parents sont accusés de tous les maux. Mais qui ignore la voix des millions de personnes qui font grève et manifestent avec tous leurs syndicats, refusant le recul de la retraite à 64 ans? Qui a muselé l'Assemblée nationale pour imposer la réforme par le coup de force des institutions et du 49.3? Qui, sinon ce gouvernement? Qui a fait arrêter des centaines de jeunes dans les manifestations, celles de les retraites, dont 95% ont été relâchés car rien n'a été retenu contre eux? Qui contraint les jeunes à 12 heures de stage, service national universel, sur le temps scolaire, et programme 413 milliards pour les dépenses militaires? Se préparer à la guerre, est-ce l'avenir programmé à la jeunesse? Qui a expulsé depuis 2020 737 000 étudiants de l'enseignement supérieur public vers le privé, avec la machine à exclure Parcoursup? Qui a décidé de fermer la rentrée prochaine des centaines de lycées d'enseignement professionnel ou des filières au plus grand profit du patronat? Il y aura même peut-être même des agences, des annexes du MEDEF dans chaque lycée professionnel, je n'exagère pas. Qui rend la vie infernale aux mères de ces jeunes avec l'obligation d'avoir 3 jobs parfois dans la journée ou dans la nuit pour gagner une misère? Qui multiplie comme à la Sécu les CDD, les contrats précaires, sous-payés? Qui a supprimé des milliers de lits et de postes dans les hôpitaux? Et même pendant la période Covid. Qui a dissous les soulèvements de la terre? Qui, sinon Macron et son gouvernement? Tandis que les salaires restent bloqués pour les salariés. Contrairement au prix, les affaires des géants du CAC 40 prospèrent avec 143 milliards. Dernier chiffre établi, c'est 143 milliards. On parlait de 141 milliards, c'est 143 milliards de bénéfices nets pour 2022. 143 milliards. C'est la crise. Il y a 143 milliards, rien que pour les actionnaires, pour les plus gros.
Les milliardaires se sont fait beaucoup d'argent, mes camarades. Énormément. Et on nous explique qu'il n'y a pas de pognon, ni pour les retraites, ni pour les hôpitaux, ni pour les services publics, ni pour les jeunes. On a pété tout ça. On a enlevé aussi des postes d'éducateurs, d'assistants sociaux et ainsi de suite, qui sont essentiels dans notre société. Là, mes camarades, ce tract-là, qui a été rédigé par des ouvriers, des employés de Paris en l'occurrence, me semble relater et refléter une réalité. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais simplement vous dire, mes camarades, avant qu'ensemble, on chante la fameuse internationale. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, plus que d'ailleurs ce que je pensais. Mais nous sommes l'espoir d'une bagarre qui ne s'arrêtera pas, d'une bagarre menée par les salariés, les travailleurs eux-mêmes, les jeunes, d'une bagarre unitaire, mais pas unitaire par simplement les logos, unitaire à la base, l'unité d'aspiration, comme les communards, comme les ouvriers et les ouvrières de 1936, comme les résistants en 44, 45, 41, 42, 43, 44, 45, avec le programme du Conseil national de la résistance et les fameux jours heureux. C'est à nous, mes camarades, toutes générations confondues, de réinventer nos jours heureux. Ça ne sera pas tout à fait la même chose qu'en 45, c'est évident. Il y a des problématiques qui sont différentes. Mais on doit les intégrer. On a vu, je veux vraiment terminer par ce message d'espoir, des quantités de jeunes venir nous soutenir pendant la mobilisation sur les retraites. Des gens modestes venir nous apporter 5 euros, 10 euros pour le fonds de grève. Des gens nous apporter de la bouffe. Des gens qui ont dit ne lâchez pas. Il ne faut pas forcément manifester tout ça. Bon, mais ne lâchez pas. On incarne cet espoir-là. On incarne ceux qui ne sont rien, selon Macron, mes camarades, mais qui aspirent à être tout, comme le dit l'Internationale. Mes camarades, on ne va rien lâcher. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Il faut aller le dire partout. On ne lâchera rien. On ne lâchera pas l'intersyndicale non plus, pour que elle se bouge un peu, on va dire. En tout cas, un peu plus que ce qu'elle a fait ces temps derniers. On ne lâchera pas les appareils nationaux. Et si on doit le faire, on les débordera. Tranquillement, calmement, la force du nombre. Tout le monde a toujours reconnu notre sens des responsabilités. La force du nombre, de la détermination. Comme en 36, là encore. Nul besoin d'aller péter toutes les vitrines, je vous assure. Hein, nul besoin. La force de la grève, la force du nombre, la force de la conviction, la force ouvrière, mes camarades. Vive la CGT Force ouvrière. Pas de retrait, pas de paix. Vive la sociale, vive la lutte, vive la vie, vive les congés payés. Merci, mes camarades. On conclura tout à l'heure par l'international. Si vous pouvez en rester encore quelques minutes, parce qu'il y a des journalistes de l'Ouest-France qui doivent arriver. Je préférerais qu'ils arrivent pour le moment, on est 4. Voilà, si vous voulez. Bon, voilà.